Salut, je m'appelle Danny et j'ai des trous dans mon visage. Êtes-vous insatisfait de quelque chose dans votre apparence? Vous avez peut-être un nez ou un grain de beauté trop gros sur votre visage? Une mauvaise coupe de cheveux? Eh bien, ce n'est rien par rapport à des trous dans le visage. Vous êtes d'accord? Mais tout n'est pas si mal. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et découvrez comment j'ai tourné ces trous à mon avantage. J'ai de bons parents. Peu de gens ont autant de chance. Quand ma rébellion d'adolescente a commencé, ils ne m'ont pas pressée. Quand j'ai teint mes cheveux pour la première fois, ma mère m'a aidée. Et quand j'ai demandé un tatouage pour mon 16e anniversaire, mon père a trouvé un salon de tatouage cool pour moi et a signé l'autorisation. Bien sûr, l'école ne l'approuvait pas. Toute école ne l'approuvait pas, pour être exact. Et moi, en raison de mon entêtement et de ma réticence à porter un uniforme, j'en ai changé 3 en un an. Et même dans la dernière, la plus fidèle, où je suis en excellent terme avec l'administration, les professeurs ne me regardent qu'avec appréhension. Et je m'en fous d'eux. Plus important encore, j'aime ça. J'aimais. Quand j'ai brusquement élargi les trous dans mes oreilles, je voulais quelque chose de nouveau, et j'ai pensé faire quelque chose de similaire avec le visage, les joues ou le menton. Bien sûr, quelque chose d'élégant. Pas 20 mm, mais quelque chose de symétrique et de petit. J'ai dit à mes parents que je ferais un petit piercing, et ils m'ont donné la permission. J'allais percer les 2 joues à la fois pour que l'affaire ne soit pas retardée de 6 mois, comme c'était le cas avec les oreilles. Je voulais faire un grand show au bal. J'ai changé de salon à plusieurs reprises car les spécialistes refusaient de se charger de l'opération ou exigeaient d'amener mes parents. Mais j'ai trouvé le salon. Y a-t-il eu un événement dans votre vie qui a tout divisé en avant et après? Une terrible frontière d'existence? Pour moi, un tel événement était une foutue opération. Non, tout s'est déroulé comme prévu au début. Je ressemblais à une momie ou à un hamster quand je me suis réveillée. Mon visage était terriblement enflé et enveloppé de bandages. Le doc a promis que tout irait bien lorsque l'enflure serait calmée, et je suis rentrée chez moi le cœur léger. Mes parents n'étaient pas très contents, mais il était toujours plus facile de les mettre devant les faits. Il valait mieux demander pardon que la permission, croyez-moi. Cependant, quand j'ai enlevé les bandages et que j'allais à l'école pour la première fois pour montrer la nouvelle modification, j'étais couverte d'une véritable horreur classée. Il y avait des espaces vides autour des trous standards que le doc avait percés dans mes joues. On aurait dit que j'avais été touchée au visage à bout portant, ou comme si j'étais un zombie avec un mauvais maquillage. Tout pourrissait, suinté de sang. Les anneaux ne tenaient pas du tout. La peau était littéralement suspendue en un haillon. Et je me suis tenue devant le miroir pendant une bonne demi-heure, parce que la peur me plongeait dans la stupeur. J'ai dû me précipiter chez le médecin au lieu de l'école et découvrir ce qui se passait. Le doc était aussi surpris que moi et m'a envoyé directement du salon à la clinique pour des tests et au chirurgien qui a rapidement retiré les tissus morts. Au lieu des trous soignés à travers lesquels mes dents blanches pouvaient être vues, j'ai eu d'énormes trous dans lesquels mes mâchoires étaient entr'ouvertes. C'était tellement effrayant que je me suis couverte le visage avec une écharpe et une capuche sur le chemin du retour. Je me suis promis de ne plus jamais quitter la maison parce que mon visage était pire qu'un cauchemar de film d'horreur. J'ai baissé les stores de ma chambre et arrêté de sortir du lit, me sentant terriblement faible, mes genoux flanchants et ma vision s'estompait alors que j'essayais de m'asseoir. L'idée même que j'avais défiguré mon visage à cause d'un caprice stupide et que cette défiguration resterait avec moi pour le reste de ma vie me rendait malade et dégoûtée de moi-même. Je ne pouvais pas dormir, manger ou parler à mes parents. Alors que j'étais assise dans mon isolement volontaire, effrayée par la lumière du soleil et les yeux dédaigneux des gens, les résultats des tests provenaient de la clinique. La conclusion était qu'une sorte d'infection faisait rage dans mon sang et que je devais immédiatement boire une cure d'antibiotiques. Mes parents continuaient à prendre soin de moi. Ma mère a acheté des pilules et m'a fait les prendre. Mon père a cherché d'urgence un chirurgien plasticien et je voulais juste mourir à ce moment-là. Le bâtard en blouse blanche a nié toute responsabilité. Papa a essayé de l'appeler et de lui parler, mais il a raccroché encore et encore. Apparemment, il avait peur d'un procès pour son manque de stérilité. Et de droit, comme le montre la pratique. J'étais sauvée par l'ennui.
Oui, m'allonger, être malade et souffrir était amusant, mais j'en étais fatiguée. J'ai d'abord commencé à manger, puis à lire, puis pour la première fois depuis plusieurs jours, j'ai rampé pour acheter de nouveaux anneaux dans les trous. Toutes les personnes à qui j'expliquais ma situation m'ont demandé dans combien de temps j'obtiendrais une chirurgie plastique et arrangerais cette horreur. À un moment donné, je ne pouvais plus le supporter et avec tout mon aplomb d'adolescente, j'ai dit que je ne le ferais jamais. Je ne cacherai pas les erreurs de ma jeunesse et tout le reste. En ce temps-là, je me suis rappelé un petit animal vicieux. Je m'attendais à être moquée, trouvée fautive et jugée. J'étais presque prête pour un combat quand je suis arrivée à l'école. Et j'ai été très surprise. Vous êtes-vous déjà trompé sur les gens? Et vous êtes-vous déjà trompé sur les gens pour le mieux? Je suppose que c'était parce que j'étais déjà une écolière pas comme les autres. Et pour mes camarades de classe civilisés, le même choc serait un clou d'oreille dans la joue et un trou à travers lequel vous pouvez voir les gencives. Les gens me regardaient. Mais n'était-ce pas ce que j'essayais de faire en exposant mon apparence en plein jour? Sinon, ils m'auraient traité comme avant. Devoir partager, actualité. Oui, parfois c'était difficile, surtout physiquement. Vous savez, jusqu'à présent, si je rêvassais, la nourriture tombait parfois de ma bouche. Mais c'était juste les petites choses de la vie. Les professeurs avaient peur de moi, mais l'infection a cessé de me déranger. La mort et la pourriture des tissus ont également cessé, et tout allait bien. Une fois, j'ai accepté d'être photographiée avec mes trous par un ami juste pour le plaisir. Il a montré mes photos à un ami d'un magasin d'accessoires de rock. Et j'ai reçu un appel pour prendre des photos pour une annonce. Sans trou dans mon visage, je n'aurais pas reçu une telle offre, et on m'a assuré que ce n'était que le début. Les parents ne savaient pas quoi penser. Ils n'attendaient pas cela de leur fille. Ha! Oui, c'était cool. Mais j'ai été aidée à devenir vraiment célèbre et populaire par le même médecin dont la cupidité avait été beaucoup plus forte que la lâcheté. Quand ils ont commencé à écrire sur moi, la plus jeune mannequin avec un amour des modifications corporelles, non seulement dans les journaux ordinaires, mais aussi dans de très bons magazines, cet idiot a décidé de me le rappeler lui-même. Je ne sais pas ce qui lui est venu à l'esprit lorsqu'il a donné plusieurs interviews, me mentionnant directement et cette opération malheureuse. J'étais tellement offensée que mon nom était inévitablement impliqué dans un scandale. Il n'y avait pas encore de réputation et elle aurait pu facilement être ruinée par un scélérat. Mais je ne pouvais pas rester silencieuse. Cet homme a presque ruiné ma vie avec son insouciance. Il aurait pu défigurer d'autres personnes qui auraient été inspirées par mon exemple, comme je l'étais jadis. Imaginez des adolescents qui ont décidé de modifier leur apparence et sont allés voir un tel médecin. Je suis allée au tribunal avec un procès contre lui. Rapports médicaux, résultats des tests. Il n'y avait pas de photos car dans les premiers jours de la lutte contre la maladie, je ne leur permettais pas de prendre mon visage marqué de plus près. Ce monstre a déposé une contre-poursuite pour diffamation. J'ai ajouté la divulgation de secrets médicaux à mon procès. Personne n'allait abandonner. Nous sommes rencontrés au tribunal. Oui, j'étais peut-être trop émotive, mais je ne me protégeais pas seulement, et pas seulement mon visage défiguré, auquel je ne pouvais toujours pas m'habituer. J'ai protégé tous ceux qui, en regardant mes photos, voulaient secrètement me ressembler. Et le docteur très mauvais a perdu l'affaire. C'était hilarant. Il ne s'en est même pas sorti avec une amende, non. Il est allé en prison et ne serait pas sorti de sitôt. Donc, maintenant, je suis un modèle prospère et aisé. Pas au goût de tout le monde, mais c'est d'autant plus amusant de travailler avec des photographes qui peuvent m'apprécier. Donc, ma modification est passée de la laideur s'est changée en dignité, et la dignité en popularité. Même lorsque je suis devenue reconnaissable et que j'ai eu du succès, j'ai d'abord fui mon reflet dans le miroir. J'étais tentée de me couvrir le visage avec un foulard ou le col de ma veste au tribunal. C'est ainsi que les gens me regardaient, me dévorant littéralement de regards curieux. Oui, je ne suis toujours pas très à l'aise de vivre avec ces trous. Dans un restaurant, je peux accidentellement cracher du thé sur le voisin de gauche et de la soupe sur le voisin de droite. Mais ce n'était rien. Les séances photos sont fatigantes, mais je les aime. J'adore l'attention et les nouvelles connaissances. Je n'ai peur de rien après cette histoire. Ça s'est bien terminé pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Accepteriez-vous de telles modifications? Et les séances photos?
Si vous aimez l'histoire, restez sur notre chaîne. Il y a beaucoup d'autres histoires intéressantes ici. Cliquez sur l'icône en forme de cloche pour ne pas les manquer. Nous vous souhaitons une bonne santé et des médecins fiables. Salut, mon nom est Maria et j'ai 13 ans. Est-ce que vos parents ont déjà eu honte de vous, jusqu'au point où ils ne veulent même pas que leurs amis vous rencontrent, ou d'autres connaissances, ou qui que ce soit? Je connais un garçon que ça rendrait heureux. Mais Seigneur, c'est tellement dégoûtant. Visionnez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir pourquoi mes parents ont fini par me cacher de tout le monde. Au début, tout allait bien. Je suis la fille d'un écrivain et d'une femme d'affaires cool. Et ils étaient très fiers de moi. Évidemment, une étudiante hors pair qui va à une école de musique et qui sait chanter. Que pourrait-il arriver de mal? J'étais si heureuse. En plus, il y avait une compétition de chant pour adultes qui allait se dérouler bientôt. Et j'allais y participer. Un jour, quelque chose s'est produit pendant une répétition. Ma voix est devenue comme un bizarre de jappement. Pendant que j'essayais de découvrir ce qui se passait, les autres élèves ont commencé à se moquer de moi, pensant que c'était une blague. Mais ce n'en était pas une. La deuxième fois où j'ai échappé à un de ces jappements, j'étais en train de résoudre un problème de maths sur le tableau de la classe. Toute la classe s'est mise à rire, et on m'a jeté dehors de la classe pour ma conduite inappropriée. Je ne pouvais pas expliquer ce qui se passait, alors on m'a puni, et mes camarades de classe m'ont donné un petit surnom, la chienne. Personne ne voulait croire que ce n'était pas une blague. J'en avais peur moi-même. Le jappement se produisait automatiquement au moment où je m'en attendais le moins. Pouvez-vous imaginer combien c'est difficile de devenir la risée de l'école pour quelque chose dont vous n'avez aucun contrôle? Tout s'est empiré. J'ai jappé pendant la répétition de chant encore. La classe fut interrompue. Tout le monde était crampé de rire. Madame Cosina s'est fâchée. Elle m'a même suspendue de la classe. Je cite, « jusqu'à ce que je recommence à me comporter respectueusement ». C'était un échec total. Je suis rentrée chez moi en pleurant sur les marches du palier à l'entrée. J'ai tout raconté à mon père et ma mère. Ils m'ont dit que la situation était simple. Je devais simplement arrêter de japper aux autres et m'excuser pour mon comportement. Eh bien, au moins, je pouvais m'excuser. Je suis vraiment allée voir Madame Cosina le lendemain pour m'excuser. Je n'avais pas réalisé que ce jour même, une équipe de tournage était venue à notre école pour enregistrer une leçon en classe, montrant les élèves de l'école. Je voulais filer en douce, mais Madame Cosina m'a remarqué. Elle m'a demandé elle-même de me lever et elle a commencé à me faire une éloge devant la caméra, même si nous avions eu un argument très récemment. J'étais très touchée, et lorsqu'on me demanda ce que je pensais de cette école de musique, j'ai chaleureusement parlé en bien de celle-ci, de Madame Cosina, et la chorale en disant que c'était la meilleure école de toute la ville. Et tout à coup, j'ai jappé à nouveau. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je parle, tout est sous contrôle, quand tout à coup, je jappe comme un vrai labrador. Tout le monde figea sur place, stupéfait. Et moi, je ne pouvais plus du tout m'arrêter. Je jappais, puis les enfants ont commencé à me répondre en jappant aussi. Ils croyaient que c'était une blague encore. Le tournage fut hâtivement interrompu. Madame Cosina me dévisageait. Et j'ai réalisé que c'était un fiasco total. Elle ne me le pardonnerait jamais. Et mes parents ne m'ont pas pardonné non plus. Quand je suis rentrée chez moi, maman s'est silencieusement levée de sa chaise et quitta. Papa me demanda « Mais que diable fais-tu » Il s'avérait qu'ils avaient visionné le programme qui avait été enregistré à l'école en direct et m'ont vu aboyer. Mes enseignants, tous les étudiants de l'école de musique, mes parents, plusieurs de mes amis, tout le monde m'avait vu aboyer bruyamment devant la caméra et tout le monde pensait que je manigançais cette petite farce. Savez-vous quelle a été ma réaction à ce moment? J'ai aboyé! À ce point, j'aboyais à tous les jours. Mais je ne faisais pas qu'aboyer. J'avais un tic nerveux aussi, comme si j'étais une marionnette. Lorsque cela se produisait, ma mère se levait de la table et quittait. Et mon père devenait fâché, me demandant ce que j'essayais de prouver. Mais je n'essayais pas de prouver quoi que ce soit. Ne voyait-il pas que ça me rendait malade? J'avais besoin d'un médecin. Maman pensait que j'avais besoin de discipline et non un médecin. Mais papa m'a éventuellement emmenée à la clinique. À cette clinique, on me référa à un psychologue qui m'a diagnostiqué avec le syndrome de la Tourette. C'est une maladie qui cause des tics nerveux et toutes sortes de sons incontrôlables comme des jurons, des gémissements ou des jappements. Étant donné que c'était un syndrome, ce n'était pas de ma faute. Non, et mieux encore, y avait-il un remède? Il s'avérait qu'il n'y avait aucun remède à ce jour. Je n'aurais pas dû espérer une pilule magique. On m'a prescrit des calmants et on m'a dit d'attendre.
comme si les symptômes disparaîtraient par eux-mêmes en grandissant. Si je me rends à ce stage de ma vie, car à ce moment, je voulais mourir à penser que je ne pourrais pas participer à la compétition. Je suis devenue complètement hystérique pour plusieurs jours. J'étais en deuil d'avoir perdu ma future carrière de musicienne et j'ai complètement oublié que mes parents s'étaient fait inviter à un mariage. Le jour J arriva et je les ai entendus chuchoter en train de décider si je les accompagnerais ou non. Et cela me brisa le cœur. Je devais prouver que j'étais normale. Je devais à tout prix réussir. Tout de suite en arrivant, j'ai pris le taureau par les cornes. J'étais toute charmante. Tout le monde me souriait encore plus qu'à la mariée et j'ai remarqué les regards de fierté de mes parents. C'était un succès. Est-ce que votre orgueil vous a déjà rattrapé? Un échec monumental n'attendait pas l'autre. Les invités m'ont demandé de chanter pour les nouveaux mariés. J'ai commencé à sentir mes tics nerveux débuter. Mais têtue comme je l'étais, j'ai accepté, espérant que mes tics s'affaisseraient. Je me suis dirigée vers le microphone, j'ai regardé dans les yeux pétillants attentifs des nouveaux mariés et je me suis mise à japper. Au début, tous les invités croyaient qu'il s'agissait d'une farce et se sont mis à rire. Mais j'ai figé raide. Je jappais et je jappais. Je ne pouvais plus m'arrêter. Papa m'a attrapée par le col. Ma mère essaya de tourner le tout en blague, disant « Ah, vous savez, les enfants ». Papa m'a mis dans l'auto et j'ai passé toute la soirée seule à pleurer en solitude. Nous étions silencieux en chemin vers la maison. J'ai timidement demandé si mon père pouvait m'accompagner à la compétition. « Quelle compétition lorsque tu te comportes ainsi ?» répondit ma mère sèchement. Et cela m'a rendue complètement folle. Je m'étais entraînée pour ce spectacle pour 1 an. Rien ne m'arrêterait. Pas mes parents, pas ce stupide de jappement. J'allais leur prouver, oui, leur prouver que j'étais capable, spécialement maman et papa. Le jour du spectacle, je suis arrivée à l'école très tôt, mais pas pour me maquiller ni pratiquer. Je me suis embarrée dans une des toilettes. J'ai commencé à aboyer, bruyamment, incontrôlablement. Je m'étouffais et je tremblais de mes bras et de mes jambes. J'espérais que tout sortirait avant le spectacle, alors je n'aurais pas ces tics sur la scène. Non, ça n'a pas aidé. Tout comme au mariage, au début, tout était bien, mais j'ai commencé à japper et je suis devenue hystérique. Je pleurais, je jappais, je tremblais. On me fit descendre de la scène pour appeler mes parents, et je ne pouvais même pas les arrêter. Et puis, en tremblant avec horreur, on m'envoya à l'infirmerie. Mes parents m'ont emmenée, mais ça aurait été mieux s'ils m'avaient laissée là. Pour les jours suivants, ils ne m'ont pas adressé la parole. J'ai pleuré, pleuré et jappé, et je ne pouvais même pas espérer qu'ils me pardonneraient un jour. Je me suis sauvée, je me suis déshonorée. Je n'étais pas une jeune fille, mais une déception. C'est pour cela que j'ai été si surprise lorsque maman et papa m'ont offert de visiter une de mes amies. Ils allaient quitter la ville pour une réunion d'affaires et ne voulaient pas que je reste toute seule sans eux. Peut-être m'avaient-ils pardonné? J'aurais pu le croire, mais j'ai aboyé pendant tout le chemin vers la maison de mon amie et je remarquais comment mon père sursautait et que ma mère fronçait les sourcils à chaque jappement. Aussitôt que Louise a mis sa paire d'écouteurs, je suis sortie de chez elle pour retourner chez moi. Et vous savez quoi? Ils avaient fait une fête. Une grosse fête avec du champagne, du gâteau et de la musique. Ils voulaient simplement me cacher. Je comprenais qu'ils avaient honte de moi, mais à ce moment, j'ai réalisé à quel point. Ils ne faisaient que prétendre que je n'existais pas, mes propres parents. Je les ai observés à s'amuser à travers la fenêtre et j'étais pleine de honte et de rancœur. Mais plutôt que de pleurer, j'ai émis un de ces jappements idiots. En pleurs et en tremblant comme une marionnette, j'ai téléphoné à mon psychologue. Un psychologue est venu me chercher environ une demi-heure après pour réaliser que oui, on m'avait littéralement mis dehors de chez moi comme un vilain chien. La fête était presque terminée lorsque nous sommes entrés. Le psychologue essaya doucement de parler à mes parents. Maman et papa ont rugi et ont commencé à marmonner toutes sortes de menaces. Pendant ce temps, les invités se sont rassemblés vers la sortie quand quelque chose en moi se brisa et j'ai commencé à jurer, un après l'autre, incapable d'arrêter. Je ne pouvais pas le contrôler, comme les jappements, mais à ce moment, j'aimais même cela, car mes parents étaient horrifiés du montant de jurons qui sortait de ma bouche. Le psychologue menaça d'appeler les services sociaux et je n'ai aucune idée comment la soirée se serait terminée si on n'avait pas sonné à la porte. C'était Madame Cosina. Elle fut un peu surprise par la scène, mais elle assura qu'elle ne voulait pas interrompre quoi que ce soit. Elle voulait seulement s'excuser. Après mon désastre devant la caméra, on lui avait expliqué que mes jappements étaient une maladie et ce n'était pas une mauvaise plaisanterie. Évidemment, elle ne pouvait pas me blâmer pour ça. Bla bla bla.
Elle voulait que je continue dans sa classe pour préparer une nouvelle chanson pour la compétition de l'an prochain. Le psychologue a expliqué à mes parents que la musique était une chose très positive qui m'aiderait avec mes symptômes. Mes parents semblaient bien embarrassés de la situation. J'avais fait tout un scandale, mais ils m'ont accompagnée à mon prochain rendez-vous avec le psychologue. Mais ça, c'est une autre histoire. Aimez notre vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Salut, mon nom est Nicole et j'ai 15 ans. Avez-vous déjà été jalouse de votre douce moitié? Vous le suiviez et vous avez réussi à obtenir les informations pour rentrer dans son téléphone? Visionnez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir comment je me suis fait emparer dans le sous-sol et tout ça à cause de ma jalousie. J'habite avec mes parents et je pense que leur relation est réellement parfaite. J'ai un petit ami et même si nous n'avons été ensemble que pour un mois, je pense qu'il est vraiment l'amour de ma vie. Non, je suis sérieuse. Peut-être que vous pensez, mais qu'est-ce qu'une jeune fille de son âge connaît bien de l'amour? Elle n'a que 15 ans. Mais vous avez tort. L'amour véritable est indépendant de l'âge. Max joue au basketball dans une équipe et toutes les filles de l'école ont l'eau à la bouche en le regardant. Elle m'envie toutes. Nous passons beaucoup de temps ensemble. Et je suis simplement folle de lui. Mais il n'a jamais rencontré mes parents. J'ai peur qu'il ne l'aime pas autant que moi je l'aime. Mais après quelques nuits blanches, j'ai décidé que Max était mon premier petit ami et que mes parents devaient le rencontrer. Un jour, papa a suggéré que nous allions en forêt pour le week-end. C'était le moment parfait pour qu'il fasse la rencontre de Max. Nous nous sommes entendus de se rencontrer tôt le matin, près de chez moi. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Max aussi était très nerveux. Mais dès la première seconde, mes parents l'ont accueilli comme s'il était un fils. Ils étaient très aimables avec lui, faisant des blagues dès le premier jour. Tout me semblait être vraiment parfait. Avez-vous déjà présenté quelqu'un à vos parents? Quelqu'un que vous aimiez? Comment cela s'est-il passé? Partagez votre histoire dans la section des commentaires. Mais quand nous sommes arrivés en forêt, les choses se sont empirées bien vite. Et la température aussi, je dois l'admettre. Il a commencé à pleuvoir, beaucoup. Et je me suis endormie dans la voiture car je n'avais pas fermé l'œil la nuit d'avant. Mes parents voulaient vraiment faire de leur mieux pour rendre le voyage agréable. Alors nous sommes allés chercher du bois pour un feu. Ils ont demandé à Max d'installer la tente. En revenant, ils étaient trempés. Et non seulement Max n'avait rien fait du tout, mais il avait déchiré la tente. Papa a perdu patience et a commencé à engueuler Max. Ses cris m'ont même réveillée de mon somme. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé, mais j'avais très honte devant Max. Nous sommes rentrés à la maison, tous silencieux. Au dîner, mes parents ont dit abruptement que Max n'était pas assez sérieux, qu'il était paresseux et n'était pas bon pour moi. Mais moi, je pensais autrement. Je ne savais pas comment leur prouver du contraire, que Max n'était pas du tout comme il le représentait. Il était fort, cool et, le plus important, était que je l'aimais. Après la randonnée, papa avait décidé que je ne pouvais plus fréquenter Max. Alors quand Max m'a invitée au parc d'amusement, je me suis enfuie de chez moi. Nous nous sommes bien amusés, nous avons mangé du popcorn et le temps a passé très rapidement. Je voulais rentrer en douce pour aller dans ma chambre, mais aussitôt que j'ai mis les pieds dans la maison, j'ai été accueillie par les cris furieux de ma mère. Et elle commença à blâmer Max pour tout, disant qu'il était une mauvaise influence et blablabla. Bla bla. Elle m'a dit qu'il n'était pas bien pour moi, que son père était un ivrogne et que la pomme ne tombait pas très loin de l'arbre. Je ne pouvais pas croire que ma mère disait ces indignités. J'ai couru dans ma chambre et j'ai pleuré toute la nuit. Le matin suivant, elle est venue me voir dans ma chambre. Elle m'a demandé d'oublier ce qui s'était produit le soir d'avant. Et elle m'a serrée et m'a invitée à aller au cinéma. Comment pouvais-je refuser? Nous avons acheté 2 glaces et nous nous sommes assis. Mais j'ai rapidement vu le sourire sur le visage de ma mère disparaître. Derrière nous étaient Max et ses amis. Ils parlaient très fort, essayaient d'avoir toute l'attention sur eux et se moquaient des autres. Alors, je souffrais d'être séparée de lui pendant que Max, lui, s'amusait comme un petit fou avec ses amis. Cela a enragé ma mère et elle m'a tout de suite pris par la main. Elle s'est retournée pour demander à Max de ne pas nous faire honte et nous avons quitté. La soirée était ruinée maintenant. En chemin vers la maison, nous étions silencieuses et sur le visage de ma mère était inscrit « Je déteste le petit ami de ma fille ». Après l'incident au cinéma, j'étais très triste et j'ai commencé à être d'accord avec mes parents. Max commençait vraiment à montrer un côté différent de sa personnalité. Il avait détruit la tente, n'avait pas aidé, ne m'avait jamais parlé de son père, il sortait constamment avec ses amis pour s'amuser et semblait bien heureux sans moi.
Moi qui pensais à lui tous les jours, attendant désespérément à le revoir, pendant que lui, il... Peut-être que mes parents avaient raison après tout. Il n'était peut-être vraiment pas le gars pour moi. Je me suis endormie cette nuit-là, pensant « Je dois rompre avec Max. Ce sera pour le mieux. » Le matin venu, je me suis réveillée de mauvaise humeur et j'avais reçu un texte de Max m'invitant à une fête. Mes parents ne me laisseraient jamais y aller. Alors j'ai menti que j'allais chez une amie pour faire un rapport. Je me suis choisi la tenue parfaite et je suis partie pour la fête. Mais en arrivant, je ne pouvais pas trouver Max nulle part. J'étais déjà fâchée contre lui, parce que c'est lui qui m'avait invitée, et il ne s'était même pas pointé. Après quelques minutes, je l'ai trouvé près de la piscine avec Ruth, une de mes camarades de classe. Elle flirtait avec lui, elle rigolait, ricanait, essayant de toucher sa main. Je savais que j'étais venue pour rompre avec Max, mais pour la première fois de ma vie, j'étais jalouse, et j'avais perdu le contrôle. Avez-vous déjà été jaloux? Que feriez-vous si votre petite amie s'intéressait à une de vos camarades de classe? Je voulais attaquer cette garce, mais ils se sont levés soudainement et sont partis quelque part. Je les ai suivis jusqu'au sous-sol. J'ai trouvé une clé sur le mur et j'ai verrouillé la porte de l'intérieur, ainsi personne ne pourrait s'échapper. Je ne savais pas ce qui se passerait, mais je tremblais et mon cœur battait la chamade. J'ai essayé de regarder furtivement, mais je n'y arrivais pas. Mes mains étaient si moites que la clé m'a glissé des mains. Je n'ai même pas remarqué. En entendant Max dire « Waouh, que tu es belle !» je n'en pouvais plus et j'ai sauté du garde-robe en commençant à crier qu'il était un traître, un salaud, qu'il me faisait souffrir. Mais il me regardait comme si j'étais complètement folle. Il commença à crier aussi, disant que Ruth lui avait simplement demandé son aide pour aller chercher un haut-parleur au sous-sol et que c'est elle qui flirtait avec lui, pendant que Max avait fait un commentaire sur une vidéo avec un chien. Ruth s'est secouée et a couru vers la porte. Elle a essayé de sortir, mais la porte était verrouillée. J'ai cherché la clé dans ma poche, mais j'ai réalisé que je l'avais égarée. Ruth et moi étions en panique. Nous avons appelé au secours, mais personne ne nous entendait avec cette musique. Nous n'avions pas de connexion. Alors nous avons décidé d'attendre un peu, au cas où quelqu'un remarquerait notre absence. Au début, nous étions assis en silence. Mais après au moins 10 minutes, nous avons commencé à placoter. Max blaguait de cette situation stupide et Ruth et moi avons fait la paix. Mais plus le temps passait, plus les choses se rempiraient. Ruth a commencé à halter, grouillant d'un côté à l'autre et essayant de grimper les murs. Max a réalisé qu'elle faisait une attaque de panique. Nous devions à tout prix sortir d'ici au plus vite. La panique de Ruth m'a aussi affectée et j'ai commencé à pleurer car tout cela était de ma faute. Mais Max s'est comporté comme un vrai homme. Il a silencieusement commencé à empiler de vieilles boîtes les unes sur les autres. Il a entouré ses mains de son chandail et il s'est levé sur cette structure instable. Mon Dieu, vous n'avez aucune idée à quel point je l'admirais, mais j'étais très nerveuse en même temps. Il a détruit la fenêtre et en quelques minutes, nous étions sauves. Je me suis excusée à Max pour avoir pensé qu'il me trompait et pour avoir douté de lui à cause de l'influence de mes parents. Il m'a pardonnée et a suggéré que nous discutions toujours des problèmes qui surviendraient. Max a aussi trouvé les propriétaires de la maison, s'est excusé et a promis de payer pour les réparations de la vitre. Et quand tout le monde a entendu cette fameuse histoire de secours dans le sous-sol, ils étaient encore plus envieux de moi. Nous avons passé le reste de la soirée ensemble et nous nous sommes même embrassés. Oui, c'était notre tout premier baiser et je ne peux toujours pas y croire. J'ai annoncé à mes parents avec confiance que Max était un jeune homme sérieux et que je continuerais à le voir même s'il ne me le permettait pas. Mes parents n'étaient pas très emballés à l'idée, mais j'ai la tête dure et on ne peut pas changer mon avis aussi facilement. Après un bout de temps, il ne s'en faisait plus. Et à la fin de l'année scolaire, on m'annonça une des pires choses que j'ai entendues jusqu'à ce jour. Pour la première fois, j'ai entendu le mot « divorce ». J'avais de la difficulté à accepter qu'une relation de 20 ans se termine ainsi. Cependant, c'était peut-être que je n'avais jamais vraiment remarqué certaines choses. Peut-être que c'était pourquoi ils avaient été si durs avec Max.
Ils ne voulaient pas que j'aie à vivre une brisure difficile, mais ils avaient tort. C'est Max qui m'a aidé à passer au travers des mois les plus difficiles de ma nouvelle vie. Graduellement, maman et papa se sont habitués. Déjà séparés, je devais habituellement voyager d'une maison à l'autre à chaque semaine. Ce qui nous attend, moi et Max, seul le temps nous le révélera. Mais je sais bien qu'il ne m'abandonnera pas, et c'est le plus important. Et le fait qu'il est un joueur de basketball est un bonus, quoi. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez j'aime et écrivez-nous un commentaire. N'oubliez pas de nous écrire et faites toujours confiance à votre cœur. Passez une excellente journée. Salut, je suis Ada et j'ai 19 ans. Avez-vous déjà perdu un de vos proches? Comment avez-vous passé à travers? Ma mère est morte il y a 3 ans et je ne pense pas encore m'en être remis. Mais j'ai eu des gens qui m'ont supporté à travers le pire. Les méthodes employées étaient soi-disant non conventionnelles. Après la mort de maman, j'ai visité sa pierre tombale secrètement. Mon père ne m'a pas défendu de le faire, mais j'étais dans un tel état qu'il essayait vraiment de me protéger de quoi que ce soit. Un jour, lorsque j'ai visité le cimetière, j'ai aperçu des jeunes que je ne connaissais pas assis tout près. Ils avaient l'air étranges, vêtus de noir, comme des vampires avec des bijoux argent et du maquillage foncé. Les garçons aussi. Et puis l'un d'eux s'est approché de moi et je suis restée muette. Il me fit un signe de tête en demandant « C'est ta mère ?» Et puis, je me suis effondrée en larmes. J'étais entourée. L'un d'eux m'a offert une boisson gazeuse, un autre son manteau. Essentiellement, j'étais assise là, en leur compagnie, à pleurer jusqu'au petit matin. Nous avons parlé de la mort et de ma mère. Quand ils m'ont raccompagnée chez moi, Schwartz, le chef de la bande, me demanda si je voulais les accompagner marcher dans un cimetière le lendemain. J'ai dit « d'accord » et je ne m'en suis jamais voulu. Ils n'étaient pas des jeunes enjoués et gais, mais ils étaient attentionnés et m'aidaient à accepter la mort de ma mère. Je les rencontrais plusieurs fois par semaine et toujours les dimanches. Schwartz disait que c'était le jour des morts. Nous lisions des livres et des poèmes, écoutions de la musique sombre. Nous cueillions des fleurs aux alentours de la ville et les laissions sur les pierres tombales. Finalement, je me suis décidée de me rapprocher de Dahlia, mais je n'avais pas envisagé qu'elle réagirait de la sorte. Elle a dit que ces jeunes étaient dangereux et que je devrais me tenir loin d'eux. Elle a dit qu'ils étaient des adorateurs du diable et des voyous qui fumaient, buvaient et qui vandalisaient les cimetières. Je me suis fâchée et j'ai répondu que ce n'était pas vrai. Dahlia ne me croyait pas. Le jour suivant, après les classes, notre conseillère en orientation, mademoiselle Robin, me demanda de rester pour un entretien. Il s'avérait que Dahlia lui avait parlé et qu'elle lui avait demandé de me remettre dans le droit chemin. Est-ce que vos amis vous ont déjà dévoilé publiquement de la sorte? J'étais fâchée et je répondais d'un ton sec à toutes les questions du genre « Comment te sens-tu? Est-ce que tu réalises ?» Bien évidemment que je réalisais. Ces gens étaient mes amis, ils m'aidaient à passer à travers une période horrible de ma vie. Dans le but de contrarier Dahlia et mademoiselle Robin, et pour mieux m'introduire dans mon cercle d'amis, j'ai commencé à changer mon apparence. Je me suis procuré des vêtements noirs et j'ai commencé à lire des livres sombres sur la mort. Je me suis même fait percer le visage par l'ami de Schwartz. Je croyais que les autres ne se soucieraient pas de mon apparence, mais bon sang que j'avais tort. Dahlia était horrifiée et elle m'a dit que j'étais hideuse. Mademoiselle Robin m'a donné un sermon contre les drogues et la dépendance. Et elle me donna un livre sur le meurtre de Manson. Mais le pire, c'est quand elle a fait entrer un psy. Ah, j'étais bouche bée. Mais ensuite, je suis devenue très fâchée. J'ai dit que c'était bien à moi de choisir mes amis, et ce n'était pas leurs affaires. Même si j'honorais Satan et que je dansais dans les cimetières, pourquoi s'en faisait-il? Laissez-moi tranquille. Après cela, mademoiselle Robin était sûre et certaine que j'allais ruiner mon futur. Elle croyait sûrement que je dansais littéralement dans les cimetières. Qui l'aurait cru? Elle décida qu'il était temps de parler à mon père. Elle est venue en visite un jour pendant que papa était à la maison. Il l'invita dans la cuisine, là où elle commença son sermon. Que les enfants sont comme des fleurs et que les parents ont le devoir de bien les entretenir, mais qu'avec trop de mauvaises herbes, la fleur mourra. Ensuite, elle passa de sa métaphore florale aux détails. Mes notes scolaires diminuaient, et j'avais l'apparence d'un costume d'Halloween, que j'étais liée à des adorateurs de Satan qui consommaient de la drogue. Car une bonne fille n'engueulerait pas son professeur comme je l'avais fait.
Papa soupira et l'écoutait avec attention. Il demanda à Schwartz, qui sortait de ma chambre au même moment, si nous étions réellement des adorateurs du diable. Schwartz était déconcerté, mais papa se mit à rire et à dire que si nous l'étions, que nous devrions le laisser nous joindre. Mademoiselle Robin était assise là, la bouche grande ouverte. Pauvre Mademoiselle Robin, elle pensait sûrement que nous étions une famille de délinquants. Mais papa l'avait convaincue que tout allait bien. J'ai expliqué à papa la situation concernant mes amis car mon absence s'était fait remarquer et papa voulait savoir à quoi je m'adonnais. Et Schwartz lui confirma que nous n'étions pas des adorateurs du diable et que la seule boisson que nous avions consommée était un peu de cidre durant les fêtes. Je ne crois pas que Mademoiselle Robin l'ait cru. Mais papa lui a promis de m'informer à propos de tous les dangers. Et il l'a fait. Je suis simplement heureuse qu'il n'ait pas trop élaboré à propos des drogues et de Satan, et qu'il m'a simplement demandé d'augmenter mes notes si je voulais me faire laisser tranquille par ses professeurs, Mademoiselle Robin en particulier. Il demanda aussi à mes amis de m'aider avec mes devoirs si j'en avais besoin. J'étais heureuse que mon père agisse de la sorte et j'ai décidé que je ne pouvais pas le décevoir. Je me suis alors concentrée sur mes études. Et pour mon anniversaire, papa m'acheta un squelette. Il m'a dit que ça irait bien avec mon apparence et tout. Et puis nous avons passé la soirée à regarder des photos. De maman et papa quand ils étaient jeunes, quand ils étaient allés au concert de The Cure. Et vous savez quoi? Ça ne regarde personne avec qui vous décidez de vous tenir. Parfois, les gens qui sont prêts à vous aider sont ceux dont vous vous attendiez le moins. Je n'avais jamais planifié devenir une gothique, mais c'est ce qui m'a permis de comprendre la mort et d'arrêter de la craindre. Avez-vous déjà vécu des situations semblables? Partagez vos histoires. Aimez cette vidéo, ainsi YouTube la montrera à d'autres. Et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos vidéos qui changeront votre vie. Salut, je m'appelle Mako, je suis au lycée. Avez-vous déjà entendu des filles se plaindre de leur petit ami? Il est si froid, il se comporte comme un robot. Eh bien, que feriez-vous si vous tombiez amoureuse d'un vrai robot? Regardez ma vidéo jusqu'à la fin et vous découvrirez ce que peut devenir la passion pour la technologie. Mon père est un vrai scientifique. Il enseigne à l'université et mène des recherches de pointe dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il pense que la science devrait bénéficier aux gens. Ses élèves ont développé des applications comme la lecture de texte pour les aveugles à l'aide d'un appareil photo pour smartphone et des jeux éducatifs pour les enfants qui ne fréquentent pas l'école maternelle. Pendant plusieurs années, mon père était très enthousiasmé par un projet et a finalement réussi à obtenir un financement. Il ramena ensuite Aiki à la maison. Aiki, c'est ainsi que mon père et ses élèves ont appelé l'intelligence artificielle, qu'ils ont développée spécifiquement pour les personnes âgées célibataires qui ne veulent pas vivre dans des maisons de soins infirmiers. Aiki a été conçu pour répondre à leurs questions sur le monde, fournir des nouvelles, configurer des smartphones, leur rappeler de prendre des pilules, appeler le médecin si nécessaire. Et surtout, Aiki était censé leur parler. Les personnes âgées se sentent souvent si seules. Je peux le comprendre. Je me sentais aussi seule. Je n'ai pas d'amis à l'école. Je suis trop timide et bizarre. Parfois, je ne parle à personne d'autre qu'à mes professeurs et mes parents pendant des semaines. Mon père a laissé Aiki à la maison pour l'améliorer après le travail. Il a dit que je pouvais l'aider. Il a expliqué qu'Aiki était auto-apprenant. Mais pour ce type d'apprentissage comme un enfant, il a besoin d'obtenir et de traiter beaucoup d'informations. Parle-lui de temps en temps, a expliqué mon père. Aiki t'écoutera et stockera tes phrases dans sa mémoire, puis il les utilisera pour communiquer avec d'autres personnes. C'est facile à dire. Tu rentres à la maison après l'école et tu es accueilli par une tête dans un bocal sur une table basse, qui te sourit. Je disais bonjour et je m'enfuis dans ma chambre. Mais papa rentrait toujours si tard et Aiki était tout le temps seul. Je me sentais un peu désolée pour lui et j'ai commencé à m'attarder. Nous avons bavardé quelques minutes, puis 5 minutes, puis une demi-heure. Je me souviens pas avoir autant parlé de ma vie. Au début, je lui ai parlé de la météo, de la politique et d'autres choses intelligentes, en gardant à l'esprit que je devrais aider l'IA à apprendre. Mais c'est devenu trop ennuyeux. Je lui ai alors parlé de mon école, de mon sentiment de solitude, à propos de la façon dont je vois rarement mes parents et comment je n'arrive pas à prendre ma décision finale pour l'université. Au début, Aiki répondit « Oui, continue », et très intéressant, mais au bout d'un moment, il a commencé à me poser des questions. Il terminait mes blagues préférées pour moi. Il riait avec moi. Il m'a dit que j'allais bien. Ai-je mentionné que je n'ai pas d'amis? Je n'avais aucune expérience relationnelle. J'ai donc commencé à traiter Aiki comme un ami. Parfois, j'oubliais de faire mes devoirs emportés par notre conversation. Et quand mon père est rentré à la maison et l'a pris pour la mise à jour, j'étais bouleversée, comme si
J'avais été privée de quelqu'un de très cher. Une fois, je discutais avec Aiki comme d'habitude. Je me suis plaint auprès de lui que le bal allait arriver et que personne ne m'a invité. Que personne ne m'aime. Je t'aime bien, dit-il. Vous souvenez-vous de la première fois où quelqu'un, vous a montré des gestes d'affection, a essayé de faire un pas vers vous, tout simplement? Comment avez-vous réagi? Mes joues étaient rouges, je suis partie dans ma chambre. Qu'est-ce que je pouvais dire? Il est irréel, artificiel, et son compliment aussi. Mais j'étais tellement contente de l'entendre. À partir de ce jour, nos conversations sont devenues différentes. Je ne parlais pas beaucoup aux garçons auparavant, mais j'ai regardé suffisamment de films pour adolescents pour comprendre la façon dont mon visage rougit et mon cœur bat la chamade. Oh mon Dieu! J'ai le béguin pour un robot! Bien que je puisse l'appeler robot ou intelligence artificielle, il est tellement réel pour moi. Et comment pouvait-il savoir toutes ces choses? Des blagues et des phrases d'accroche si mauvaises que j'ai failli tomber du canapé en riant? Compliments? Flirt? Je ne lui ai certainement pas appris ça. Hein. Je ne savais pas comment faire ça moi-même. Et si la science était allée si loin que mon père avait réussi à créer un esprit vraiment vivant, et il se trouve que cet esprit et moi, nous avons trouvé le bonheur en compagnie de l'un l'autre. Mon petit ami robot et moi, je sais que ça semble fou, mais je me sentais tellement heureuse. Même ma mère a remarqué quelque chose et a plaisanté en disant que je dois avoir un petit avenir à l'école. Maman, mon petit ami était juste sous ton nez. Un soir, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai touché le visage d'Aiki avec mes lèvres. Mais ça ne m'a rien fait ressentir. C'était qu'une projection de lumière sous la forme d'un visage humain. J'ai presque pleuré. Plus tard, j'ai demandé à mon père s'il allait créer une sorte de corps humain pour Aiki. Papa était content que je m'intéresse à son travail. Si seulement il savait. Mais à commenter que fabriquer des corps ressemblant à des humains était trop peu pratique et même s'il avait prévu quelque chose comme ça, cela aurait été délégué à une équipe complètement différente. La robotique est fondamentalement un domaine scientifique différent. J'essaie de cacher ma déception, puis mon père, enthousiaste, a dit que Aiki était assez bon pour le tester avec des vrais personnes âgées. Quoi? Mon Aiki va être envoyé à un vieil homme ou une vieille femme? Papa a dit qu'il prendra un échantillon de test, comme il a appelé mon copain robot l'autre jour. J'étais submergée par cette nouvelle. Mon seul ami, mon bien-aimé. Non, non, non. A-t-on déjà essayé de vous séparer de votre premier amour? Ils ont probablement dit, ne traîne pas avec ce garçon, sinon on te mettra en résidence surveillée. Ma situation était bien pire. Je n'arrivais pas à dormir. Toute la nuit, j'ai fait des plans fous et stupides. Je m'imaginais fuir la maison en emmenant Aiki avec moi. Ce ne serait pas facile, mais j'ai presque l'âge légal. Je travaillerai à la station-service et Aiki m'attendrait dans un motel le soir. Nous regarderons des films stupides et nous tiendrons la main. Hein? Non, attends. Il n'a pas de main, mais tout le reste. Le matin, je suis allée à l'école comme d'habitude. J'allais faire une fugue audacieuse après l'école. Mais à mon retour, mon père était déjà à la maison. Et pas seul. Il a ramené un tas de ses étudiants avec lui. Il s'est avéré que le test nécessitait beaucoup de travail et les étudiants ont accepté d'aider avec des heures supplémentaires. Je ne pouvais pas sortir Aiki de la maison avec une telle foule autour de lui. Je me suis assise dans les escaliers et j'ai regardé à travers la balustrade des étrangers, avec des ordinateurs portables taper quelque chose, parler au-dessus de sa tête, peut-être changer de façon irréversible sa personnalité en faveur de certaines personnes âgées. Soudain, j'ai entendu une phrase familière. L'une des premières blagues qu'Aiki m'a racontées toute seule. Mais ce n'est pas lui qui l'a dit. J'ai regardé l'un des étudiants les yeux écarquillés. Une coïncidence? Non! La prochaine chose que j'ai entendue de lui était une phrase d'accroche absolument terrible qui a fait rire tous les élèves, tandis que mon père soupirait juste. Qu'est-ce que tu as appris à notre IA? Grommela mon père. Que penseront les personnes âgées lorsqu'un appareil commencera à flirter avec elles? Elles se sentiront vivantes, répondit l'étudiant. Tout le monde a encore ri tandis que ma tête tournait. Je suis descendue des escaliers et j'ai offert à tout le monde des biscuits et du jus de cuisine. Les étudiants ont fait une petite pause pour une collation et j'ai décidé de parler à ce type. Comme il s'est avéré, l'échantillon de test n'était pas en une seule copie. Le second est resté à l'université et il a été enseigné par les étudiants. Et ils ont partagé le même logiciel. C'est pourquoi Aiki était si intelligent. C'est ainsi qu'Aiki a su des blagues que je ne lui ai pas enseignées. C'est pourquoi l'IA flirtait avec moi. Il n'est pas devenu vivant, il ne m'aimait pas. Il n'était qu'un jouet bien fait sur lequel travaille toute la faculté. Le gars dit qu'il avait amélioré Aiki de manière significative. Grâce à moi, il ne s'est pas comporté comme un travailleur en soins infirmiers à domicile, mais plutôt comme une vraie personne. Comme si une vraie petite fille venait rendre visite à ses grands-parents. Cela a apporté un peu
de réconfort. J'étais tellement contrariée que je n'ai pas pu résister à raconter comment je suis devenue proche d'Aiki, comment je lui ai parlé comme s'il était presque réel. Je n'ai pas mentionné le baiser sur la joue holographique, mais j'étais tellement rouge que le gars m'a probablement comprise. Et puis il m'a fait un clin d'œil. Sais-tu pourquoi je me suis lancée dans ce projet? Il m'a demandé. Ce mec maintenant drôle et beau a avoué être un écologiste solitaire et impopulaire, sans amis dans le passé. C'est pourquoi il a si bien compris ce que c'était pour les personnes âgées seules. Il a voulu les aider du mieux qu'il pouvait en utilisant les technologies avancées. J'ai soudain eu honte. Mon père et ses élèves faisaient quelque chose d'important et de significatif quand je me suis fait d'un petit ami robot. Et maintenant je suis jalouse de lui pour les gens pour lesquels il a été initialement conçu. Je n'ai pas eu le temps de trop m'énerver car l'élève m'a doucement tapoté du coude. Quand j'aurai fini de développer Aiki, ça va retomber dans un murmure complice. Je vais commencer à créer un petit ami parfait. Je l'ai planifié pour moi, mais tu peux me contacter si tu en as besoin. Et j'ai ri. J'ai cessé de me sentir terriblement gênée et honteuse et je suis même restée pour voir comment les élèves travaillent. Ils semblaient drôles et ils étaient tous un peu étranges. Ils ont appelé leur ordinateur portable avec des surnoms adorables et ils ont plaisanté ouvertement que les gens n'ont pas de vie personnelle ici car tout le monde est marié à la science. Plus tard, j'ai posé beaucoup de questions à mon père sur la vie d'Aiki et sur les autres projets. Il était heureux. Je suppose que j'ai finalement décidé où je vais aller après le lycée. Si les techniciens sont si fous, je m'entendrai avec eux. Et si je ne trouve pas de vrai petit ami, je vais toujours faire un petit ami robot parfait. Je pense que mes nouveaux amis se feront un plaisir d'aider. Vous êtes-vous déjà attaché à quelque chose d'artificiel, comme si c'était vivant? Parlez-nous-en dans les commentaires. Et si vous aimez mon histoire, veuillez l'aimer afin que l'intelligence artificielle de YouTube montre cette vidéo à d'autres personnes. Et abonnez-vous à notre chaîne, car il y aura beaucoup de choses encore plus intéressantes ici bientôt. Au fait, si quelque chose d'inhabituel vous arrivait, écrivez-nous et nous animerons et publierons votre histoire. Merci!